Bonjour Valérie Chansigaud. Bonjour. Alors votre dernier livre, chez Delachaux et Nestlé, Histoire de la domestication animale, une historique incroyable de notre rapport finalement avec l'animal, qui est quand même un rapport très très difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même dans l'histoire des courants de pensée, des gens qui ont essayé de développer un élevage un peu plus respectueux ou en tout cas avec des intérêts réciproques? Ça existait ou pas? Alors, l'idée de ce... C'est à la fois une question qui est très simple et très compliquée, parce qu'on s'est toujours soucié de la conduite des élevages, ne serait-ce que pour réussir à maintenir en élevage et je dirais, maintenir l'exploitation des animaux. S'ils tombaient malades tout de suite, s'ils étaient incapables de se reproduire, de toute façon, ça mettait un terme à l'élevage. Donc il y a eu forcément le développement de connaissances suffisantes pour entretenir le moins mal possible les animaux qui étaient en élevage. Mais toujours dans un but économique, toujours pour que ça rapporte. Alors, dans un but économique, pas forcément dans un but d'exploitation, certainement. Alors, pourquoi pas forcément dans un but économique, enfin au sens simple du terme? Tout simplement parce qu'il y a pas mal d'espèces qui ont sans doute été domestiquées d'abord pour servir d'animaux sacrificiels. C'est le cas du poulet, par exemple, où on s'interroge sur l'origine de sa domestication. C'est pas forcément pour sa chair ou ses œufs, c'est peut-être d'abord pour servir d'animaux sacrificiels et d'abord aussi pour servir d'animaux de combat, parce que c'est une pratique très très largement répandue. On connaît aussi pour un poisson le combattant qui a été domestiqué pour servir à l'organisation de combat. Donc en fait, c'est pas forcément au sens strict du terme une exploitation économique ou monétaire. Et dans tous les cas, effectivement, il y a le développement de connaissances permettant la réussite des élevages. Après, il y a effectivement quelque chose qui émerge de façon structurée en Europe au XVIIIe siècle, et le souci de la cruauté faite aux animaux, avec des mouvements extrêmement importants qui rassemblent énormément de penseurs, beaucoup plus qu'on ne croit, derrière ces questions-là. Même en France, où on est... Même en France, à cette époque, il y a Condorcet, par exemple, qui va écrire quelques pages très belles sur la cruauté faite aux animaux, pourquoi il faut proscrire en fait l'éducation, enfin sensibiliser les enfants à cette notion-là extrêmement tôt, mais on va le retrouver dans tous les pays à peu près européens, et ça va aboutir au début du 19e à la création de la première société protectrice des animaux. En anglais, c'est plus subtil, le nom, c'est Société pour la prévention de la cruauté faite aux animaux. Donc on voit, l'objectif est un peu différent. Mais il s'agit bien en fait d'améliorer le sort des animaux les plus proches de nous, essentiellement domestiques mais également sauvages, pour diminuer la cruauté et la souffrance qu'on leur inflige. Et alors, puisqu'on parle justement un petit peu du respect vis-à-vis des animaux, vous parlez du commensalisme. Oui. Donc ça, c'est quand même une notion qu'on ne connaît pas très bien, presque d'un intérêt réciproque. Disons que c'est... Qu'est-ce que c'est déjà que le commensalisme? Le commensalisme, c'est une espèce qui profite d'une autre sans lui nuire, sans forcément beaucoup lui nuire. C'est en fait, par exemple, des espèces qui vont vivre des ordures qu'on jette à proximité de sa maison. Et on explique par exemple le rapprochement et le début de la domestication du porc par un comportement de commensalisme, parce qu'il aurait été attiré par les ordures jetées à proximité des premiers villages humains. Donc l'être humain n'est pas, c'est pas du parasitisme, c'est pas une exploitation des ressources humaines, c'est simplement une exploitation de quelque chose qui de toute façon ne sert grosso modo à rien. Et certains chercheurs avancent que la domestication de certaines espèces a certainement débuté par une première relation de commensalisme. Alors, il faut bien voir qu'il faut être prudent quand même, parce qu'on n'en a pas de preuves véritable et manifeste, c'est plutôt une indication de quelque chose qui aurait pu se passer plutôt d'éléments tangibles que l'on a pu exploiter dans les restes archéologiques. Et c'est très déculpabilisant de se dire que l'animal y a trouvé son compte. Je pense aux chevaux, on parle des chevaux en disant que les chevaux
pour eux, c'était, même s'ils étaient maltraités, c'était quand même, ils étaient protégés, ils étaient nourris et soignés plutôt que d'être tout seuls dans la nature. C'est très déculpabilisant pour nous. Alors, il y a il y a un tout petit courant, parce qu'il est quand même pas du tout majoritaire, qui explique qu'en quelque sorte, pour dire les choses simplement et de façon un peu caricaturale, mais c'est pas loin de l'idée qui est développée, l'idée que les animaux ont été, comment dire, les animaux domestiques en ont tiré profit. Alors le problème, c'est de savoir qui en tire profit. Est-ce que c'est l'espèce qui en tire profit parce effectivement, il n'y a jamais eu autant de vaches sur Terre aujourd'hui, et bien plus que leur ancêtre Rox. Donc, d'une certaine façon, l'espèce, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets de grande taille, en aurait profité. Mais si c'est au niveau des individus, ça paraît pas évident du tout. Et tout dépend à quel niveau on se place. Est-ce que c'est au niveau des individus qui en auraient profité, mais on voit pas en quoi les élevages de poulets tels qu'on les fait aujourd'hui profitent aux individus qui peuplent ces élevages. Et par rapport à l'espèce même, c'est discutable parce que la diversité génétique des espèces mises en élevage se réduit toujours. Et plus les élevages sont devenus industriels et systématiques au fil du temps, plus cette diversité génétique s'est appauvrie. Donc on peut dire d'une certaine façon et d'une façon légitime que les espèces même à ce niveau-là, on n'en pas vraiment profité, puisqu'encore une fois, leur diversité, d'un point de vue génétique, leur capacité à faire face à des changements de leur environnement, est certainement amoindrie par rapport à leurs ancêtres sauvages. C'est effectivement plus une façon extrêmement théorique de considérer les choses, extrêmement discutable par ailleurs, parce que les arguments avancés sont quand même assez faibles, et effectivement, peut-être que derrière, il y a l'idée de nous donner bonne conscience. Merci. Merci.